Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est le 30 novembre. Je m'en voudrais de ne pas souligner que le 30 novembre 1998, il y a eu quelqu'un qui est arrivé à l'Assemblée nationale et je souligne donc ses 20 ans de vie parlementaire. Alors, Monsieur le Président, le pot s'en vient. Nous avons assisté, Monsieur le Président, à la signature ce matin d'un nouvel accord de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Derrière, évidemment, cette nouvelle se cache une énorme incertitude. Et d'ailleurs, dans une lettre ouverte hier, les producteurs laitiers ont demandé au gouvernement Trudeau de ne pas signer cet accord. Évidemment, le maintien de la gestion de l'offre est au cœur de notre position depuis le début. Son maintien est une condition non négociable pour notre formation politique. On se retrouve aujourd'hui, Monsieur le Président, devant un fait accompli. Nos producteurs n'ont toujours pas reçu une confirmation de leur compensation. Monsieur le Président, est-ce que le Premier ministre peut rassurer nos producteurs laitiers et leur dire concrètement quelle compensation il a obtenue et quels engagements fermes il a négociés avec Ottawa? Monsieur le Premier ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. D'abord, je veux remercier le chef de l'opposition officielle pour ses bons vœux. Évidemment, je n'ai pas été ici pendant 3 ans et demi, donc on parle quand même de 16 ans et demi. Et c'est vrai que donc je suis très proche, effectivement, de d'autres députés. Et c'est vrai que je n'ai pas pris le chemin le plus court. Hein. Ça aurait peut-être été plus facile de passer par un parti existant, mais on a parti de zéro. 7 ans pour atteindre le gouvernement, c'est quand même assez rapide. Maintenant, concernant les compensations pour les producteurs laitiers, d'abord, le ministre de l'Agriculture a parlé avec son homologue à Ottawa. J'ai eu l'occasion d'en discuter aussi avec Justin Trudeau. Le président de l'UPA a accepté de participer à un comité avec le gouvernement fédéral pour établir le montant des compensations. Donc, l'UPA est satisfaite de la progression du dossier. Puis, vous pouvez être certain qu'on va s'assurer, surtout étant donné que l'automne prochain, ce sera une élection, donc une campagne électorale. Ce sera le bon moment de s'assurer que le gouvernement en place livre ce qu'il a promis, c'est-à-dire des compensations pleines et entières aux producteurs laitiers. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Monsieur le Président, ce n'est pas tout à fait, nous, ce qu'on a entendu de la part des producteurs laitiers. L'UPA, c'est une chose, mais il y a les producteurs laitiers du Canada qui disent passablement leur inquiétude. Il y avait hier une lettre dans la terre de chez nous. Alors moi, je vous repose la question. Vous aviez promis une grande offensive pour protéger notre agriculture. Qu'est-ce que vous avez fait au cours des derniers mois et surtout, suite à ça, quelle sorte d'échéancier vous vous donnez? Monsieur le Premier ministre. Assez surpris du commentaire du chef de l'opposition officielle qui nous dit « l'UPA, c'est une chose, les producteurs laitiers, c'est autre chose ». Marcel Groslot, président de l'UPA, a été longtemps président de la Fédération des producteurs laitiers. Je pense qu'il est très proche des producteurs laitiers. Il est très satisfait du comité qui a été mis en place avec le gouvernement fédéral. Je vous avoue que je lui ai même dit que moi, j'aurais essayé d'aller plus vite que de participer à un comité. On doit évidemment être très ferme avec le gouvernement fédéral, mais je fais confiance à M. Groslot et à l'UPA pour s'assurer avec le gouvernement du Québec qu'on obtienne pleine et entière compensation pour les producteurs laitiers. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Monsieur le Président, c'est parce que lorsque vous étiez en campagne électorale, Monsieur le Premier ministre, vous aviez dit que vous aviez employé des phrases extrêmement dures. Vous aviez dit des choses dans le style
M. Trudeau ne serait plus présentable au Québec si les producteurs n'obtenaient pas des compensations. Et vous avez dit qu'il irait vous iriez devant les tribunaux pour obtenir gain de cause. Est-ce que véritablement vous allez tenir ce genre de promesses-là? Est-ce que vous allez vous tenir debout ou si vous allez les abandonner? Je vous rappelle à tous, petit retour sur les règles, que l'on s'adresse toujours à la présidence, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre. Oui, Monsieur le Président, effectivement, je pense que M. Trudeau ne serait pas présentable lors de la campagne électorale 2019 s'il n'y avait pas donné pleine compensation aux producteurs laitiers québécois. Je maintiens toujours ce que j'ai dit. Il reste encore du temps d'ici l'automne 2019. Puis je répète, le président de l'UPA est très satisfait de la progression du dossier avec le gouvernement fédéral. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Moi, Monsieur le Président, je n'ai qu'à lire, en tout cas, le communiqué des producteurs de lait pour voir, en tout cas, de façon très claire, leurs inquiétudes. Et d'ailleurs, c'est clairement indiqué. Ils ont dit on s'engage, ou enfin, on aimerait que le gouvernement Trudeau ne signe pas cette entente-là. Donc, ça me semble assez évident. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il va refuser de déposer l'entente devant cette Assemblée jusqu'au moment où une compensation juste soit confirmée à nos agriculteurs? Monsieur le Premier ministre. Grand changement au Parti libéral du Québec. Le chef par intérim est en train de nous dire que le Parti libéral est contre l'entente avec les États-Unis et le Mexique. C'est quand même là tout un changement de direction pour le Parti libéral du Québec. Cette entente est bénéfique pour beaucoup d'entreprises. Il reste deux problèmes à régler. Les compensations avec les producteurs laitiers, puis encore une fois, l'UPA est satisfaite. Puis il reste les tarifs sur l'aluminium et l'acier. Vous pouvez compter sur moi. Je rencontre à nouveau M. Trudeau vendredi prochain. Je vais m'assurer que les compensations soient versées et qu'on maintienne aussi les tarifs de l'autre côté pour faire contrepoids à l'aluminium et à l'acier. Question principale, je reconnais la députée de Saint-Henri-Saint-Jacques. Sainte-Anne. Je m'excuse. Vous êtes pardonné, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il y a un chiffre que le ministre de l'Économie devrait connaître par cœur. Un chiffre. 116 840. 116 840, c'est le nombre d'emplois à pourvoir au Québec, pas dans 3 mois, pas dans 3 ans, aujourd'hui. Ça signifie aujourd'hui qu'on a des entreprises qui ne sont pas capables de soumissionner sur des contrats parce qu'ils n'ont pas de monde. Ça signifie également qu'il y a des magasins et des restaurants qui ne fonctionnent pas aujourd'hui, le soir puis les fins de semaine, parce qu'il n'y a pas de monde. Ça signifie également qu'il y a des personnes qui ne reçoivent pas les soins nécessaires, toujours encore une fois, parce qu'il n'y a pas de monde. Est-ce que, Monsieur le Président, le ministre de l'Économie peut se lever aujourd'hui et reconnaître que l'enjeu principal de développement économique, c'est la pénurie de main-d'œuvre? Monsieur le ministre de l'Économie et de l'Innovation. Monsieur le Président, je suis en accord avec le chiffre et en accord aussi avec les propos de la députée de... J'oublie le nom. C'est important de mentionner que la préoccupation au niveau du MEI, Investissement Québec, en termes de la main-d'œuvre est très présente. Et je pense qu'il y a 3 choses qu'on regarde présentement. L'adéquation entre l'éducation supérieure et les besoins en main-d'œuvre. Et au moment où on se parle, on regarde ça de façon très attentive. On regarde aussi, évidemment, toute la question de l'innovation, la question de la numérisation des entreprises. Je pense que l'optimisation qu'on doit faire pour que l'écart existant de productivité importante entre le Québec et les États-Unis, entre autres, soit comblé. Et l'efficience au niveau de la main-d'œuvre va nous donner des gains importants. Et troisièmement, on regarde aussi une meilleure liaison avec, évidemment, tout le côté des immigrants économiques. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Alors, ce que j'ai entendu, c'est bien que l'enjeu principal de développement économique serait la pénurie de main-d'œuvre. Je n'ai pas entendu de manière aussi claire. Il n'y a pas un article il y a des articles tous les jours qui sortent sur la pénurie de main-d'œuvre. Quelques exemples. Aujourd'hui, on avait encore des articles. Il y a le maire qui craint que certains commerces soient obligés de mettre la clé sous la porte à Saint-Jean-de-Matha. Même demande qu'il y a eu de la part de la Fédération de l'entreprise indépendante. Est-ce que vous reconnaissez l'urgence d'agir sur la pénurie de main-d'œuvre, Monsieur le Président? Monsieur le ministre de l'Économie et de l'Innovation. Monsieur le Président, encore une fois, je suis totalement d'accord avec ce qui est dit. D'ailleurs, ça fait seulement 6 semaines que je suis en fonction.
et j'essaie de corriger les choses qui perdurent depuis plusieurs années. Alors, je m'engage avec mes collègues. Je m'engage formellement envers cette Chambre d'adresser les enjeux de main-d'œuvre qui sont partie intégrante du plan économique qu'on va mettre en place avec l'Investissement Québec. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Saint-Anne. Monsieur le Président, aujourd'hui, il y a plus de 60 entreprises de la région de Québec qui ont quitté le Québec pour aller en France pour recruter. En même temps, dans le gouvernement, il y a un ministre qui a quitté le Québec pour aller à Ottawa pour réduire le nombre de travailleurs. Alors, d'un côté, on veut recruter, puis de l'autre côté, on veut réduire. En plus de la pénurie de main-d'œuvre au Québec, est-ce qu'on a également, du côté de la CAQ, une pénurie de cohérence? S'il vous plaît. Je sais que vous êtes enthousiaste, mais on ne permettra pas les bravos, puis on va se contenir dans l'enthousiasme et l'émotion. La parole au leader du gouvernement. Monsieur le Président, durant 15 ans, le gouvernement libéral a été en place. Il avait la possibilité d'adresser ces enjeux-là. Nous, ce qu'on va faire, Monsieur le Président, c'est de s'assurer de travailler de façon cohérente avec l'ensemble des ministères pour répondre aux besoins des entreprises en matière de pénurie de main-d'œuvre. Ça veut dire, Monsieur le Président, d'avoir davantage de formation en matière d'éducation, de travailler avec tous les entrepreneurs dans les différentes régions et notamment d'arrimer l'immigration avec les besoins en matière du marché du travail. Le gouvernement libéral s'est retrouvé durant 15 ans à faire en sorte de négliger les gens qui choisissaient le Québec. Nous, on va bien les intégrer, on va s'assurer qu'ils occupent un emploi. Super. Question principale. D'abord, écoutez, on est vendredi, vous êtes heureux, ça va bien, vous êtes enthousiaste, mais contenons nos émotions et on continue de belle façon pour avoir des réponses et à des questions. Question principale. Je reconnais la députée de Notre-Dame-de-Grâce. Oui, Monsieur le Président. Il y a 2 semaines, les plus de 600 000 Franco-Ontariens ont vécu un véritable jeudi noir lorsque le gouvernement de l'Ontario a annoncé non seulement l'abolition du commissariat aux services en français, mais aussi l'annulation du projet très attendu de l'Université de l'Ontario français. Ce recul soudain et franchement brutal a créé une onde de choc partout au pays et nous a interpellés comme Québécois. Le soutien envers la francophonie et de l'Ontario est unanime et je salue, au nom de ma formation politique, le courage de la députée maintenant indépendante Amanda Simard. Dans une lettre ouverte, 111 membres de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario dénoncent ce qu'ils qualifient d'atteinte grave aux droits des francophones. Ma question est donc pour la ministre responsable de la francophonie, qui est aussi juriste et ministre de la Justice. Est-elle d'accord avec l'association qu'il s'agit d'une atteinte grave aux droits des francophones et que les récentes décisions du gouvernement Ford constituent une profonde injustice? Madame la ministre de la Justice, s'il vous plaît. Alors, Monsieur le Président, effectivement, nous sommes totalement en accord avec les propos de ma collègue. Nous avons d'ailleurs réagi rapidement à l'annonce de la coupure de la subvention pour l'université et à l'annonce de l'abolition du poste de commissaire aux langues françaises de l'Ontario. J'ai eu l'opportunité, dans les minutes qui ont suivi l'annonce, de m'entretenir avec Caroline Mulroney, qui est maintenant la ministre aux Affaires francophones, pour lui faire part de nos préoccupations. Le premier ministre Legault a d'ailleurs rencontré dans les jours qui ont suivi le gouvernement Ford. J'ai eu des discussions dans les 24 heures avec l'Association franco-ontarienne, le Centre de la francophonie, le CFCA, pardon. Alors, je pense que nous avons fait valoir les points qu'on a à valoir et la communauté franco-ontarienne a totalement notre appui, Monsieur le Président. Petit rappel à nouveau, mais les règles s'apprennent et se comprennent également. Nous nous appelons par les titres chacun et non pas par les noms de famille ou les prénoms, s'il vous plaît. Première complémentaire, Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce. Monsieur le Président, j'entends les propos de la ministre, mais nous avons été assez inquiets d'entendre le premier ministre dire qu'il souhaitait, je le cite, « protéger le français en Ontario autant que possible ». D'ailleurs, lors de sa rencontre avec son homologue ontarien, le premier ministre semble avoir reçu une écoute plutôt distraite avant de se faire dire non par Doug Ford. Il est rentré les mains vides, même pas une mention dans le communiqué officiel de la rencontre. Est-ce que la ministre peut nous dire si le gouvernement compte revenir à la charge, cette fois avec plus de vigueur et de conviction? Madame la ministre de la Justice.
Monsieur le Président, je n'ai pas du tout la même interprétation que ma collègue, la députée de Notre-Dame-de-Grâce, des propos du premier ministre à sa sortie de la rencontre avec le premier ministre Ford. Je pense que l'appui du Québec a été assez vigoureux. Nous avons dénoncé d'ailleurs les propos du premier ministre Ford. Je continue à être en contact constant avec les associations et j'attends toujours de voir avec eux de quelle façon le gouvernement pourra les appuyer autrement que par des démarches publiques et un soutien public qu'il aurait déjà acquis, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce. Bon, encore, j'entends les propos de la ministre, mais le Québec est le porte-étendard de la francophonie canadienne et nous avons une responsabilité collective de la défendre vigoureusement. Quelles actions le gouvernement compte-t-il prendre pour soutenir les Franco-ontariens, sachant que leur situation interpelle l'ensemble de la francophonie canadienne? Madame la ministre de la Justice. Alors, Monsieur le Président, je suis très heureuse d'ailleurs des propos de ma collègue, la députée de Notre-Dame-de-Grâce, et de sa main tendue dans cette question, parce que je pense effectivement que c'est une question qui nous touche tous. Nous sommes le Québec, nous devons être des leaders en matière de francophonie et nous allons appuyer, soutenir les associations. Nous continuons à être en contact constant avec eux pour voir avec eux les moyens qu'ils vont prendre. D'ailleurs, l'Association des Franco-Ontariens va nous faire part de ses préoccupations et des moyens de le soutenir. Nous allons pouvoir même travailler avec ma collègue si elle le désire, mais je peux l'assurer que le Québec fera sa part et le Québec jouera son rôle de leader dans la francophonie, Monsieur le Président. Question principale. Je reconnais la députée de Sherbrooke pour le troisième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Depuis son élection, le premier ministre a dit à plusieurs occasions qu'il allait protéger les budgets en éducation. C'est un engagement qui est plus que bienvenu, comme vous le savez. Par contre, le premier geste en éducation que le gouvernement a annoncé, c'est de retirer 700 millions de revenus autonomes de nos écoles en réduisant la taxe scolaire. Donc, même si le gouvernement s'engageait à compenser ces pertes, et j'aimerais qu'il nous le confirme ce matin, c'est totalement incohérent avec l'idée de protéger les budgets en éducation. Enlever un revenu autonome, ça va aider en rien la réussite des enfants, ça va aider en rien à ajouter des professionnels ou à réduire la détresse des enseignantes. Donc, on se rappelle que l'objectif ultime en ce moment, ça devrait être d'améliorer la réussite de nos enfants. J'aimerais savoir comment le ministre de l'Éducation trouve ça de se faire ponctionner 700 millions par le ministre des Finances, alors qu'il connaît aussi bien que moi l'ampleur des défis dans le réseau de l'éducation en ce moment. Monsieur le ministre de l'Éducation. Merci bien, Monsieur le Président. Je remercie ma collègue pour sa question, sa première question à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de lien entre cette baisse du fardeau fiscal des Québécois et le financement du réseau scolaire. On a bien annoncé qu'il y aurait une subvention d'équilibre. En réalité, tout simplement, ça va être inscrit dans la loi que la baisse de revenus des commissions scolaires qui vient de l'impôt foncier de la taxe scolaire sera entièrement compensée par les revenus du Fonds consolidé. Il n'y a aucune compression dans le réseau scolaire pour le gouvernement de la Coalition Avenir Québec. On a eu pour la première fois un engagement solennel du premier ministre il y a de cela 2 jours lors du discours inaugural. C'était une première. Le premier ministre a même dit que si on devait affronter des problèmes financiers, une crise économique, le budget de l'éducation serait protégé. Aucun gouvernement n'avait déjà pris un tel engagement. Je pense que vous pouvez être rassurés. L'éducation, c'est une priorité pour le gouvernement du Québec. Première complémentaire, Madame la députée de Sherbrooke. Merci, Monsieur le Président. Par rapport à la protection des budgets, on a appris récemment qu'il y a des écoles qui allaient perdre des fonds suite à la révision des indices de défavorisation. En ce moment, les écoles sont en train de préparer la prochaine année, sont en train de faire leur budget, sont en train de voir quelles personnes de leur équipe elles vont être obligées de couper parce qu'il y a des écoles qui perdent des fonds. Est-ce que le ministre peut nous confirmer aujourd'hui s'il y a l'intention de protéger spécifiquement le budget des écoles dont l'indice de défavorisation a été révisé? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, les écoles ne sont pas en train de faire leur budget en ce moment, mais je comprends qu'il y a des inquiétudes parce que ça a été très long entre le dernier recensement complet et celui qu'on a eu. Et dans l'intervalle, bien, il y a des quartiers qui se sont enrichis, des quartiers qui se sont appauvris. Donc, le financement du gouvernement, selon les anciennes méthodes, était lié aux indices de défavorisation. Ces indices-là ont changé. Ça amènerait, si on ne faisait rien, à des coupures l'an prochain. On est au travail pour s'assurer que ça n'arrive pas. Donc, on déposera évidemment des plans, des projets pour protéger les services aux élèves. On ne coupe pas, nous, dans les services aux élèves. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Gouin.
Monsieur le Président, près de la moitié de ces coupures-là sont effectuées dans Gouin. Dans mon comté seulement, c'est 1,3 million de dollars qui vont être retirés. Ça, c'est de l'argent qui s'en allait pour embaucher des orthopédagogues, des orthophonistes, des éducatrices spécialisées. Le ministre a passé 4 ans de ce côté-ci de la Chambre à se déchirer la chemise à chaque fois qu'il y a eu des coupures dans les services aux élèves. Aujourd'hui, il est au pouvoir. On veut un engagement clair ce matin. Prend-il l'engagement qu'il n'y ait aucune coupure pour les services professionnels aux enfants en difficulté? Oui ou non? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je comprends qu'après des années où on a vu le gouvernement précédent jouer au yo-yo avec le financement de l'éducation, les questions sont rodées pour dénoncer des coupures. Je le sais, il n'y a pas si longtemps, je dénonçais des coupures dans l'opposition. Mais là, on ne peut pas dénoncer des coupures qui ne sont pas arrivées. D'accord? Il n'y a pas de coupures qui sont prévues dans les services aux élèves. Le gouvernement de la Coalition Avenir Québec ne coupera pas dans les services aux élèves qui ont des besoins particuliers. C'est clair. Voilà. Question principale, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, aujourd'hui, à Buenos Aires, le premier ministre du Canada signe en notre nom l'accord États-Unis-Mexique-Canada. C'est un accord qui ne comporte aucun gain pour les Québécois, uniquement des reculs. Le Canada a sacrifié une partie de la gestion de l'offre en concédant 3,6 d'importation et en abandonnant la classe 7 de lait. Les médicaments coûteront plus cher parce que l'exclusivité passera de 8 à 10 ans pour les pharmaceutiques. Et en échange de l'accord, Justin Trudeau, ce fin négociateur, n'a même pas réussi à obtenir l'abolition des tarifs sur l'acier et l'aluminium. Le premier ministre du Québec, lui, se contente de compensation. Ça doit être ça, son nationalisme. Les producteurs agricoles, ils ne veulent pas de compensation, ils veulent être protégés, ils veulent qu'on déchire l'entente. On n'a rien à gagner au Québec à ratifier cette entente qui ne contient que recul par-dessus recul. Est-ce que le premier ministre va s'opposer formellement à cette entente au nom des intérêts supérieurs du Québec? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, un des grands défenseurs du libre-échange a été Bernard Landry, chef du Parti québécois. Les entreprises au Québec ont été très inquiètes au cours de la dernière année face à la possibilité que l'ALENA disparaisse sans remplacement. Il reste actuellement 2 problèmes à régler. Les tarifs d'acier et d'aluminium. Pour le Québec, surtout, l'aluminium, c'est important. Le Canada a mis l'équivalent en dollars de tarifs sur l'importation de produits américains et on a eu l'assurance du gouvernement fédéral que ces tarifs vont rester jusqu'à ce que les tarifs américains sur l'aluminium et l'acier soient enlevés et on va continuer de s'assurer de ce dossier. Maintenant, concernant les producteurs laitiers, on était effectivement déçus de voir qu'ils ont été sacrifiés. Et ce n'était pas la première fois qu'ils étaient sacrifiés, il faut que ça arrête. Maintenant, le gouvernement fédéral s'est engagé à donner des compensations pleines et entières. On va s'assurer que ça soit fait. Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, ça ne suffit pas. Il ne faut pas être déçu, il faut être debout. Si l'accord est négatif en tout point pour le Québec, pourquoi on dirait oui à ça? Pourquoi nous, on dirait d'avance, on va attendre, suite aux conversations avec le premier ministre, les éventuelles compensations? Présentement, c'est négatif pour le Québec. Le premier ministre du Québec a un rôle important à jouer. Est-ce qu'il, lui, veut la signature de cet accord? Il pourrait dire aujourd'hui en cette Chambre qu'au nom des intérêts supérieurs du Québec, on n'a rien à gagner et qu'on ne devrait pas signer. Et les parlementaires du Québec sont contre cette entente. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je rappelle au chef de la deuxième opposition qu'actuellement, le Québec exporte 15 milliards de dollars de plus aux États-Unis que ce qu'on importe. C'est à peu près le seul endroit dans le monde où on a un surplus commercial. Ce que nous dit le chef de la deuxième opposition, puis de façon surprenante aussi ce matin, le chef de l'opposition officielle, c'est qu'on devrait empêcher toutes les compagnies manufacturières qui actuellement exportent des produits aux États-Unis, sauf dans l'acier et l'aluminium, et pour ce qui est des producteurs de lait, de dire à toutes ces entreprises-là, nous, on n'en veut pas d'entente avec les États-Unis et le Mexique. Bien, on a un grand désaccord, Monsieur le Président.
Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le gouvernement du Canada nous abandonne avec l'ALENA. Il tient un débat d'urgence à la Chambre des communes sur 2500 emplois perdus dans l'automobile, mais il ne le fait pas au Québec avec Bombardier. Je vais le citer, lui, le premier ministre. Il disait que le gain premier de la souveraineté est celui de faire ses propres choix. C'est encore vrai aujourd'hui. Est-ce qu'il pense encore que de laisser le Canada prendre les décisions à la place du Québec, c'est une bonne chose pour les intérêts nationaux du Québec? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, les producteurs laitiers, actuellement, ont un système de gestion de l'offre. Actuellement, la production laitière au Canada, il y en a plus de 40 % qui est faite au Québec. Si demain matin, Québec était souverain, on aurait seulement 23 % ou à peu près de ces quotas. Donc, le pire argument pour la souveraineté, c'est de parler des producteurs laitiers. Je me souviens qu'on faisait attention quand j'étais avec le chef de l'opposition pour ne pas parler de lait. Il devrait faire attention pour ne pas parler de lait. Bien. Question principale, Monsieur le député de Laval-des-Rapides. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En novembre 2016, le premier ministre disait la chose suivante. Je présenterai bientôt un plan de match pour qu'Hydro-Québec exporte davantage d'électricité. Il faut voir grand, voir loin. Comme premier ministre, je vais me donner la mission de forger des partenariats. Mon objectif va être de faire exploser les exportations d'électricité. Tout le monde va y gagner. Un gouvernement de la CAQ va donc lancer un grand chantier qui va créer des milliers d'emplois payants. Je parle de lancer une Baie James du 21e siècle. Suite à cette déclaration, le premier ministre a aussi affirmé que nous connaîtrions les détails en 2017. Aujourd'hui, Monsieur le Président, nous sommes presque en 2019 et il n'y a toujours pas de plan. Qu'est-ce qui l'attend pour nous le présenter? Est-ce que le ministre sait lui-même qu'est-ce que son chef a comme plan? Et est-ce que le ministre de l'Énergie aurait la délicatesse et la courtoisie de mettre carte sur table avec les Québécois et nous expliquer sa vision? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, Hydro-Québec prévoit actuellement qu'il y aura des surplus d'électricité pour les 20 prochaines années. La vérificatrice générale nous a appris que les contrats d'éolien qui ont été signés en Gaspésie ont fait perdre aux Québécois 2,5 milliards. La direction d'Hydro-Québec nous dit s'il n'y a pas de nouveaux contrats, s'il y a de l'exportation d'électricité, si on signait le dossier du projet Appuyat, ça ferait perdre 1,6 milliard aux Québécois. C'est une honte que le gouvernement libéral ait voulu signer ce contrat. J'ai rencontré hier soir, avec le ministre, les représentants des communautés Innu, puis on leur a expliqué que pour l'instant, il y a des surplus d'électricité. Donc, simple logique, on n'ira pas forcer Hydro-Québec à acheter plus d'électricité alors qu'il y a déjà des surplus. On n'ira pas faire payer aux Québécois de la mauvaise gestion puis acheter des votes. Première question complémentaire, Monsieur le député de Laval-des-Rapides. Attention, s'il vous plaît. Dans ce qui m'inquiète, c'est que le premier ministre a donné une limousine à son ministre, mais il n'a pas donné le temps de parole. Ce qui m'inquiète, c'est de voir que le premier ministre promet depuis 2 ans une alliance énergétique dont personne au Québec ne connaît les détails. Monsieur le Président, le ministre s'est promené au Massachusetts et en Ontario pour présenter son plan et aujourd'hui, il est grand temps qu'il le présente ici. Il nous parle d'un deal qui sera gagnant-gagnant, mais qui sortira vraiment gagnant? Avant d'aller se promener hors Québec, est-ce qu'il peut nous expliquer qu'est-ce qu'il entend faire pour le développement de l'électricité au Québec ou va-t-il faire comme son chef en disant « on verra ». Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Oui, merci, Monsieur le Président. Écoutez, on est allé justement... il y a quelques semaines, 2 semaines, le premier ministre et moi à Boston. Et dans le message de notre gouvernement, le message est très clair, il est très simple même. Et de toute évidence, il est responsable. On veut travailler sur l'exportation des surplus énergétiques. On le constate, on le voit, quand on se projette dans les 15 et 20 prochaines années, ce surplus-là existe, il est tangible. Et par la suite, on pourra parler de développement à partir du moment où on aura bénéficié de l'ensemble de nos surplus. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Laval-des-Rapides. Monsieur le Président, les Québécois sont fiers d'être reconnus partout dans le monde comme des bâtisseurs. Les Québécois sont fiers d'avoir l'expertise de ce savoir-faire qui fait l'envie de beaucoup. Par contre, les travailleurs dans ce domaine aujourd'hui sont inquiets quand ils entendent dire le premier ministre qu'il est prêt à fournir des emplois à des travailleurs ontariens sur des chantiers au Québec.
C'est encore plus inquiétant quand le directeur général FTQ Construction me dit personnellement qu'il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre dans son domaine. Alors, qu'est-ce qu'attend le ministre de l'Énergie pour nous présenter son plan? Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Monsieur le Président, notre plan est très clair, et je le réitère encore une fois. Nous allons faire en sorte que les surplus actuellement, les surplus énergétiques du Québec, soient bonifiés pour donner de l'argent au Québec. Actuellement, c'est ce qu'on travaille. Par la suite, on pourra envisager du développement. Alors, le projet Appuyat, 1,6 milliard, totalement irresponsable en perspective de surplus. Et à partir du moment où on aura écoulé le surplus, le premier projet énergétique du Québec qui sera réalisé, ce sera le projet Apuit, puisqu'on doit l'appuyer Apuit, et on en a convenu avec les communautés Innu. Question principale. Je reconnais le député de Jean Lesage. Merci, M. le Président. Alors, M. le Président, j'aimerais d'abord féliciter le ministre des Transports pour sa nomination et je vais émettre un souhait, je vais en profiter. Ce sera le souhait qu'il écoute davantage les urbanistes de son ministère que certaines radios privées de Québec, dont l'intérêt idéologique pour les projets d'asphalte en général dépasse les limites du bon sens. Dans son discours d'ouverture, M. le Premier ministre nous a servi un bel oxymore politique en affirmant qu'un éventuel troisième lien entre Québec et Lévis serait un projet de développement durable. Selon certains experts, toutefois, le troisième lien viendrait annuler complètement les gains en fluidité du transport engendrés par le réseau de tramways structurants. J'aimerais que le ministre des Transports nous dise quel est l'avantage pour les contribuables de l'ensemble du Québec de dépenser 3,5 milliards pour un projet structurant de transport collectif et de l'autre côté, plus de 4 milliards pour un troisième lien, deux projets dont les effets vont s'annuler. Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, je regarde la composition de cette Chambre. Le 1er octobre dernier, je pense qu'on a eu un mandat fort de la population. 70-80 des gens de Québec et de Lévis sont pour ce troisième lien. Il y a eu de l'improvisation pendant 2 ans du côté du Parti libéral où on a étudié différents corridors. On n'a pas nommé de directeur de projet. J'ai nommé un directeur de projet, Frédéric Pellerin. J'ai mandaté le bureau de projet d'étudier le corridor à l'Est. Maintenant, le député de Jean Lesage a dit une chose. Ce troisième lien, même s'il se bâtit, peu importe s'il passe seulement du transport en commun, par idéologie, par principe, j'en veux pas. Et il devrait faire une chose. Comme le chef du Parti québécois, soyez résignés parce qu'il y en aura un troisième lien. Première complémentaire, Monsieur le député de Jean Lesage. Alors, je constate, et tous mes collègues ici pourront constater, le fait que le ministre des Transports n'est pas capable d'avancer un seul avantage au gaspillage de fonds publics que représentera le troisième lien et qu'il semble aussi préférer les opinions donc non fondées à la rigueur et à la science. J'aimerais que le ministre me nomme 3 experts, peut-être que 3 c'est beaucoup, 2 experts en urbanisme qui appuient son projet colossal. Je prends 2 secondes. On présente des tableaux didactiques, pas de photos, on connaît les règles, on les assimile. Réponse, ministre des Transports. Monsieur le Président, la population nous a donné un mandat fort le 1er octobre dernier. J'ai mandaté le bureau de projet d'étudier le corridor à l'Est. J'ai nommé un directeur de projet, Monsieur le Président. On va livrer la marchandise. Il y aura un premier coup de pelle d'ici 2022. On travaille en collégialité aussi pour répondre des erreurs du Parti libéral pour livrer le pont de l'île d'Orléans, parce qu'eux savaient très, très bien qu'il allait y avoir des retards. On va livrer la marchandise comme promis. Deuxième complémentaire, le député de Jean Lesage. Alors, 2 constats. D'abord, le ministre des Transports n'est pas capable de nommer des experts, même pas 2, qui sont en accord avec son projet, même pas 1. Il n'amène pas davantage et pour soutenir son projet de lien autoroutier. En 2016, l'étude de la Polytechnique de Montréal conclut que le coût du tunnel serait de 4 milliards, si c'était un tunnel, avec une mise en service en 2030. Le ministre fait comme si ça n'existait pas. En 2018, le bureau de projet conclut à l'inutilité d'un troisième lien à l'Est. Encore une fois, le déni. Monsieur le ministre des Transports, s'il vous plaît. Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, le député de Jean Lesage peut dire ce qu'il veut. Par idéologie, lui-même, il l'a dit. Peu importe s'il passait seulement des bus ou du covoiturage ou du taxi, j'en veux pas, moi, de troisième lien. Ça, c'est son idéologie. C'est un parti et un député anti-automobiliste. On a eu une promesse, on va la représenter, on va la livrer, puis il y aura un troisième lien d'ici 2022, un premier coup de pelle. Madame la députée de Joliette, pour votre principale, s'il vous plaît.
Il y a une chose qu'on a beaucoup aimée dans le discours d'ouverture, c'est cette expression de volonté de donner à tous les enfants du Québec les moyens d'aller au bout de leur plein potentiel. Et c'est d'ailleurs précisément pour ça, animé d'audace et d'ambition. Je m'excuse, Madame la députée de Joliette. La question était dévolue à l'opposition officielle. Je dois aller du côté de l'opposition officielle. Non? Je m'excuse. Alors, les renseignements qui me sont donnés, Madame la députée de Joliette, poursuivez votre question. Quelle brisure d'élan, Oui, je sais. et d'ambition. Mais vous êtes tellement efficace, Madame la députée, que vous allez reprendre votre élan, j'en suis convaincu. Monsieur le Président. Donc, tout ça pour vous dire que c'est animé d'audace et d'ambition qu'on a créé au Québec ce joyau que sont les centres de la petite enfance. On est donc nombreux à être inquiets en ce moment de voir le gouvernement s'entêter à vouloir mettre sur pied des milliers de classes de maternelle 4 ans, un projet ni souhaitable sur le fond des choses, ni souhaité par les parents, ni ressources de l'avis même des milieux qui sont concernés, avec un effet... Mon Dieu. Je peux continuer? Ça va? Oui, absolument. Vous avez du temps pour réfléchir à votre réponse, en tout cas. Alors que le gouvernement prétend maintenant que le choix sera réel entre CPE et maternelle 4 ans, alors qu'il n'y avait pas une ligne sur les places en CPE dans son cadre financier, j'aimerais savoir quel est le plan de développement, combien de places en CPE seront développées au Québec et quel est Monsieur le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, il n'y a pas de compétition entre le réseau des CPE et la prématernelle 4 ans. On est capable d'offrir un choix pour la première fois aux parents. Parce qu'en ce moment, il faut le dire, là, il n'y a pas de choix réel. Hein? Il faut être chanceux, il faut gagner à la loterie code postal des 2 précédents gouvernements pour avoir la chance de peut-être envoyer son enfant dans une prématernelle 4 ans. Vous savez qu'il y a à peu près de la place pour 6 % des enfants de 4 ans dans le réseau des prématernelles 4 ans. Dans mon comté, j'ai parlé avec un père monoparental qui habite en HLM, supervisé par un travailleur social. La clientèle cible selon votre projet. Eh bien, lui, il était de l'autre côté de la rue, à peu près à 50 mètres du bon code postal pour envoyer son fils. Le travailleur social trouvait ça scandaleux. Ça avait pris du temps pour établir une relation de confiance, amener ce papa-là à aller reconduire son petit garçon de 4 ans dans la classe de prématernelle 4 ans. Mais vous savez quoi? Il était à peu près à 50 mètres de la limite du bon code postal. Donc, ce petit gars-là n'a pas pu aller en prématernelle 4 ans à cause de cette logique broche à foin, disant que c'est seulement si on habite dans le bon code postal qu'on a accès aux bons services. On refuse cette logique. Première complémentaire, Madame la députée de Joliette. J'ai eu aucune réponse à ma question. On parle maintenant pour ajuster le discours parce qu'évidemment, le projet connaît des failles majeures. C'est pas un projet qui est souhaité par les parents ni par le milieu et qui est ni réaliste et réalisable. Donc, on ajuste le discours maintenant en disant qu'il va y avoir un choix entre CPE et maternelle 4 ans. Or, pas une ligne dans le cadre financier et pas un mot depuis l'élection du gouvernement sur le nombre de places qui vont être créées. Je répète ma question. Combien de places créées en CPE? Avec quel échéancier? Il y a des milliers, des dizaines de milliers... Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le ministre de la Famille. Monsieur le Président, ça me fera plaisir de répondre parce que c'est l'occasion pour moi, en tant que ministre de la Famille, de réitérer à quel point ces 2 réseaux-là vont être complémentaires. Pour nous, c'est important de faire en sorte que chaque enfant aura la chance de développer son plein potentiel. Et pour y arriver, c'est génial. On offrira un nouveau service public, une nouvelle offre de services qui fera en sorte que davantage d'enfants auront accès maintenant à des services, à des places. Et on continuera, pour répondre à la question de ma collègue députée de Joliette, de contribuer à faire en sorte que le réseau se développe. Il y aura des places qui sont créées, 2000 places d'ici 2021. C'est sur mon bureau. On analyse actuellement les demandes. Donc, ça continue. Parallèlement à ça, on parle de places subventionnées, mais on parle aussi de places non subventionnées. On continuera d'offrir le choix aux parents. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Joliette.
2000 places, Monsieur le ministre, alors que vous savez qu'en ce moment, sur le guichet unique, il y a au moins 30 000 parents qui souhaitent avoir une place en CPE. Et ça, c'est le fruit de l'inaction du gouvernement libéral qui a privilégié le modèle des garderies privées à but lucratif, avec évidemment le concours du gouvernement actuel et de la vice-première ministre qui trouvait qu'il y avait là un modèle d'affaires extraordinaire. Je repose ma question pour répondre aux besoins des parents qui souhaitent que leur enfant puisse aller en CPE, parce qu'il y a des enfants de 1 an, de 2 ans, de 3 ans. Combien? Monsieur le ministre de la Famille. Monsieur le Président, on parle de CPE, mais moi, je veux parler de l'ensemble du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance, où ils se donnent aussi d'excellents services, par exemple en garderie privée subventionnée, où les places sont subventionnées, en garderie privée aussi, dans les milieux familiaux. Donc, on va continuer de développer ce réseau-là pour que davantage d'enfants aient accès à une place. Et je vous rappelle aussi que la création des prématernelles 4 ans, ça fera en sorte qu'il y aura des enfants, des parents qui décideront d'envoyer leurs enfants à la prématernelle. C'est un choix qu'on leur offre et ça, évidemment, ça va libérer davantage de places. Donc, on va créer des places. Il y a des places qui vont se libérer et moi, je fais le pari que dans quelques années, le bilan sera plus reluisant que jamais et on aura fait beaucoup de chemin depuis les 15 dernières années. Question principale, s'il vous plaît. On reste attentif, s'il vous plaît. Question principale, Madame la députée de Saint-Laurent. Monsieur le Président, j'ai cherché longtemps et j'ai rien trouvé. Les cégepiens, les universitaires et les chercheurs n'ont pas de ministre. Pour la CAQ, l'éducation, c'est la maternelle 4 ans et après ça, il n'y a plus rien. Ce n'est pas important. Même le chef de cabinet adjoint du ministre a confirmé à une association étudiante que les cégeps n'étaient pas à l'ordre du jour pour les 2 prochaines années. Pendant ce temps, le ministre demande du temps. D'ailleurs, on réalise que c'est vraiment pas une priorité quand on voit qu'il y a plus de 50 000 étudiants qui ont quitté les bancs d'école pour aller manifester dans la rue. La réponse du ministre, donnez-moi du temps. Pourtant, il a été pendant 4 ans porte-parole en matière d'éducation. Du temps pour se forger une idée sur la question de la rémunération des stagiaires, il en avait. Est-ce que les cégepiens, Monsieur le Président, ainsi que les universitaires et les chercheurs peuvent avoir un ministre à leur écoute, s'il vous plaît? Ministre de l'Éducation. Et de l'enseignement supérieur. Monsieur le Président, ministre, et de l'enseignement supérieur, justement, c'était l'objet de la question, il faudrait le dire correctement. Ben oui, ils ont un ministre de l'enseignement supérieur. Écoutez, déjà, dans les 2 dernières semaines, j'ai eu 2 conférences téléphoniques avec l'ensemble des dirigeants du réseau. Vous pouvez vérifier, je sais, vous allez vérifier. Les directions de cégep... Encore une fois, vous êtes à presque 3 minutes 30 de la fin de la période de la question, alors on va être intéressant d'écouter la suite, s'il vous plaît. Les directions de cégep étaient toutes là, les directions des universités. Donc, 2 fois des conférences téléphoniques, une rencontre aussi privée avec M. Tremblay, le président de la Fédération des cégeps. Je vous donnerai mon agenda. Mais ceci étant dit, M. le Président, bien sûr qu'on valorise et qu'on reconnaît l'importance du réseau d'enseignement supérieur. On est au travail, d'ailleurs, pour revoir la formule de financement des cégeps. Ça a pris vraiment beaucoup de temps. Le dernier gouvernement a laissé pourrir la situation trop longtemps. On est au travail parce qu'il y a des cégeps en région qui sont mal financés. Il y a des petites cohortes qui sont mal financées. Pourtant, les cégeps sont des moteurs de développement économique. C'était extrêmement important. Ça permet aux jeunes de poursuivre leur éducation et de se diplômer en enseignement supérieur en restant près de chez eux. Nous sommes à l'œuvre, mais j'ai hâte de continuer avec la suite. Madame la députée de Saint-Laurent, pour la complémentaire. Monsieur le Président, je vous confirme qu'on va vérifier, parce que je ne parlais pas des directions d'école, je parlais bien des étudiants. Pour ce qui est des étudiants, écoutez, les 2 précédents gouvernements avaient cru bon de séparer l'éducation de l'enseignement supérieur parce que ce sont 2 portefeuilles très importants et des charges excessivement importantes. Clairement, le ministre de l'Éducation n'a de yeux et d'oreilles que pour les maternelles 4 ans et jouer dans les structures. Aura-t-il le temps et l'énergie nécessaires et le goût de s'occuper de l'enseignement supérieur? Sur de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Merci bien. Par rapport aux étudiants, oui, bien sûr, on est en contact, mon cabinet est en contact avec les grandes fédérations étudiantes et aussi les regroupements régionaux parce que c'est difficile des fois de trouver les porte-paroles parce que ces regroupements-là ne veulent pas désigner de porte-parole, mais on travaille très fort pour les rencontrer. Vous allez peut-être aller un peu partout, mais sur la question des stages, on est au travail aussi. Avant même que les étudiants ne fassent leur mobilisation, j'avais demandé au ministère de faire un état de la situation des stages, parce qu'il y a vraiment une grande variété de stages par leur durée, par l'intensité, des stages d'observation, des stages de travail. On veut faire les choses
correctement et je suis certain que tout le monde sera satisfait à la fin. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Laurent. C'est bien que le personnel du ministre ait le temps de les rencontrer, mais lui, devra-t-il le temps, lui, personnellement, de les rencontrer? Parce que moi, je me suis donné le temps de les rencontrer, Monsieur le Président. Alors, pour faire court, est-ce que le ministre peut nous dire quel est son plan en matière d'enseignement supérieur? Que compte-t-il faire des cégeps et des universités, ainsi que de la recherche au Québec? Est-ce qu'il entend la détresse psychologique que nos jeunes, présentement, ressentent? Est-ce qu'il entend la précarité financière de nos jeunes étudiants? Monsieur le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. C'est bien, Monsieur le Président. Donc, je vais continuer sur le plan en enseignement supérieur. J'ai parlé tantôt de ce qui se passait dans les cégeps. Je vais continuer avec le réseau universitaire. Il y a eu du travail. Il faut aller au-delà de la partisanerie. Il faut reconnaître les choses qui ont été faites correctement. L'ancien gouvernement a fait du bon travail dans le cadre des violences sexuelles sur les campus. On va s'assurer que cette loi-là soit appliquée, respectée et qu'il y ait des sous pour faire les choses correctement. Donc, on est au travail, là, ici. Il n'y a pas de brisure, je vous rassure les gens. On va aussi revoir la formule de financement parce que, bon, il y a eu des aménagements, des améliorations qui ont été faites, mais il y a aussi des erreurs qui ont été faites, notamment pour les universités en région et aussi pour la question des étudiants étrangers. Il y a un problème avec le financement des universités francophones. On y tient. On va corriger les erreurs du passé. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Merci pour votre collaboration.